Chapitre 1, l'ombre de l'enfant chéri. Tyler Morrison avait toujours vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait celle de son ex-femme. Assis dans sa chambre d'enfant à 32 ans, contemplant les trophées de baseball décolorés qui autrefois représentaient tout pour son père, l'ironie ne lui échappait pas. Le même homme qui avait manqué chacun de ses matchs traitait désormais Cassie Rivera comme la fille qu'il n'avait jamais eue. La famille Morrison avait bâti sa fortune dans la construction, à commencer par le grand-père de Tyler, qui avait transformé une petite entreprise de toiture en Morrison Construction, l'une des entreprises les plus respectées du Colorado. Le père de Tyler, Frank Morrison, l'avait étendu au développement commercial, créant un héritage de plusieurs millions. Tyler avait grandi en espérant hériter non seulement de l'entreprise, mais aussi du respect de son père. Au lieu de cela, il avait vu les deux lui filer entre les doigts. Le divorce avait été brutal. Cassie avait trompé Derek Vaughan, un promoteur immobilier au discours flatteur qui l'avait séduite en lui promettant un train de vie que le salaire stable d'ingénieur de Tyler ne pouvait lui offrir. Plus douloureuse encore que la trahison, la réaction de sa famille fut profonde. Sa mère, Linda, avait immédiatement pris le parti de Cassie, affirmant que Tyler était distant et trop concentré sur son travail. Son père avait été encore pire, traitant le divorce comme si Tyler avait échoué dans la seule tâche qui comptait, rendre une femme heureuse. « Tu as laissé filer une bonne affaire, fiston », avait dit Frank le jour de la signature des papiers. Cassie a de la classe. Elle comprend les affaires, elle comprend les gens. Tu aurais pu apprendre quelque chose d'elle. Tyler se souvenait avoir serré sa tasse de café si fort qu'il avait cru qu'elle allait se briser. Cassie comprenait les affaires. D'accord. Elle savait comment charmer Frank pour qu'il lui offre un poste d'agent de liaison communautaire chez Morrison Construction, un poste qui n'existait pas avant elle et dont le salaire était à couper le souffle à Tyler. Elle savait comment convaincre Linda qu'elle faisait toujours partie de la famille, qu'elle méritait toujours des cadeaux d'anniversaire et des invitations pour les fêtes. Surtout, elle savait comment faire en sorte que Tyler se sente comme un étranger chez lui. L'arrangement avait commencé 6 mois après le divorce. Tyler peinait à payer le loyer de son appartement, ses économies étant épuisées par les frais d'avocat et les nouveaux départs. Lorsque Frank lui avait proposé de lui rendre son ancienne chambre en échange d'une aide pour les dépenses, Tyler avait ravalé sa fierté. 900 $ par mois pour vivre dans sa chambre d'enfant pendant que son ex-femme encaissait les chèques de l'entreprise familiale et jouait la belle-fille parfaite au dîner du dimanche. 2 ans plus tard, Tyler regardait par la fenêtre la BMW argentée de Derek s'engager dans l'allée. Derrick sortit le premier, grand, bronzé, avec cette assurance assurée qui vient du fait de ne jamais avoir à travailler pour quoi que ce soit. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ce que Tyler gagnait en un mois. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés malgré le vent du Colorado. Il fit le tour de la voiture pour ouvrir la portière passager à Cassie, ses mains se posant possessivement dans le bas de son dos lorsqu'elle en sortit. Cassie ressemblait exactement à la femme dont Tyler était tombé amoureux 8 ans plus tôt, et en rien à la femme qu'il avait perdue. Ses cheveux au beurre étaient plus longs maintenant, coiffés en ondulations lâches qui reflétaient la lumière de l'après-midi. Elle portait une robe crème qui moulait ses courbes, associée à des talons qui claquaient avec autorité sur l'allée Morrison Stone. Son maintien était différent, désormais. Le menton haut, les épaules en arrière, comme si le monde lui appartenait. Ou du moins, la famille Morrison. Le téléphone de Tyler vibra, un texto de sa mère. Dîner à 6 heures. Cassie a une grande nouvelle. Habille-toi bien. Il fixa le message, sentant la colère lui brûler la poitrine. Cassie avait une grande nouvelle. Bien sûr qu'elle en avait une. Tout tournait autour de Cassie désormais. Sa promotion au travail, son nouvel appartement avec Derek, son bénévolat au sein du conseil d'administration de l'hôpital. Tous les sujets qui dominaient les conversations de la famille Morrison, alors que Tyler aurait tout aussi bien pu être invisible. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tyler avait lui aussi une grande nouvelle à annoncer. Depuis 18 mois, il planifiait. Non pas le genre de fantasme de vengeance maladroit qui le soutenait pendant ses nuits blanches, mais quelque chose de concret. Quelque chose qui leur ferait comprendre à tous ce qu'ils avaient perdu en choisissant Cassie plutôt que leur propre sang. Tyler avait appris la patience dans l'armée avant l'université, et la stratégie dans ses études d'ingénieur. Mais surtout, il avait appris à connaître les gens au cours des 2 années qui avaient suivi son divorce. Il avait appris que chacun avait des points faibles où une juste application de la force pouvait faire s'effondrer même les structures les plus solides.
Il avait passé des mois à cartographier ses points faibles chez tous ceux qu'il avait autrefois considérés comme sa famille. La plus grande peur de Frank Morrison n'était pas la ruine financière. Il avait survécu au krach de 2008 et en était ressorti plus fort. Sa plus grande peur était de ne plus être pertinent, d'être oublié, de voir son héritage s'effondrer. La faiblesse de Linda Morrison était son image, son besoin d'être perçue comme la mère et l'épouse parfaite par son entourage. La vulnérabilité de Cassie résidait dans son besoin désespéré de sécurité, dans le style de vie qu'elle avait grandi sans et qu'elle était prête à tout pour préserver. Et Derek Vaughan, la faiblesse de Derek, résidait dans son arrogance. Il avait bâti son succès sur la confiance des autres, sur des accords serrés et des promesses, appuyés uniquement par son charme. Tyler avait passé des mois à tout apprendre de l'entreprise de Dererick, de ses méthodes, de ses clients. Ce qu'il avait découvert lui avait jeté les bases d'une beauté simple. En regardant Eric aider Cassie à enfiler son manteau sur le perron, Tyler sentit quelque chose changer en lui. La douleur, la colère, le besoin désespéré d'approbation familiale. Tout cela se cristallisa en une sensation froide et acerbe. Ce soir serait la dernière fois qu'il jouerait le rôle du fils raté, de l'ex-mari amer, de la personne déçue qui n'a pas su garder une femme bien. Ce soir, Tyler Morrison commencerait à reprendre tout ce qui lui avait été volé. Et lorsqu'il en aurait fini, ceux qui l'avaient trahi regretteraient d'avoir entendu son nom. Chapitre 2. La scène. La salle à manger des Morrison avait toujours été le théâtre de jeux de pouvoir, mais ce soir-là, elle ressemblait davantage à un tribunal. Tyler était assis à sa place habituelle, la chaise la plus éloignée de son père, la plus proche de la cuisine où il pouvait aider sa mère à servir le dîner, comme une sorte d'employé. En face de lui, Cassie et Derek étaient assis, placés là où les enfants sages devraient être, suffisamment près pour que Frank leur adresse un sourire de fierté paternelle. Linda s'était surpassée pour le dîner. La table croulait sous le poids de l'agneau aux herbes, des légumes rôtis et de la belle porcelaine qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Tyler remarqua l'ironie. Sa mère traitait les cadeaux de Dererick comme un matin de Noël, tandis que Tyler n'avait pas raflé la belle porcelaine depuis la remise des diplômes. C'est ce que dit Frank en découpant l'agneau avec une précision théâtrale. Cassie me dit que vous avez une nouvelle passionnante à annoncer. Derek tendit la main et prit celle de Cassie, ses doigts entrelaçant les siens dans un geste si habile qu'il fit semblant de dentitionner Tyler. On voulait d'abord partager ça avec la famille, dit Derek, la voix mêlant humilité et excitation. La famille, Tyler réprima l'envie de rire. Derek Vaughan, qui avait rencontré ces gens exactement 2 fois avant ce soir, les qualifiant de famille, tandis que Tyler, qui avait mis 32 ans à mériter ce titre, aurait tout aussi bien pu être le facteur. On est fiancés, annonça Cassie en levant la main gauche pour montrer un diamant qui reflétait la lumière du lustre comme une petite étoile. Derek m'a demandé en mariage le week-end dernier, lors de notre voyage à Aspen. L'explosion de félicitations étouffa toute chance de réponse de Tyler. Non pas qu'il en ait eu l'intention. Il vit sa mère bondir pour embrasser Cassie, son père serrer la main de Dererick avec l'enthousiasme qu'il n'avait jamais manifesté pour les exploits de Tyler. Le diamant était impressionnant. Probablement 3 carats, sans défaut, le genre de bague qui annonçait au monde que Derek Vaughan était un homme capable de subvenir à ses besoins. « Laisse-moi voir cette bague », s'exclama Linda en prenant la main de Cassie comme si elle examinait une relique sacrée. « Oh, chérie, c'est absolument magnifique. Derek, tu as un goût exquis. »« Que le meilleur pour Cassie », répondit Dererick d'une voix douce. « Elle mérite tout ce qu'il y a de beau en ce monde. » Tyler saisit l'accent subtil mis sur tout. La façon dont le regard de Dererick se posa sur lui un instant. Le message était clair. « Je peux lui donner ce que tu ne pouvais pas », Frank leva son verre de vin, le visage rouge de plaisir. À Dererick et Cassie, bienvenue dans la famille, fils. Fils. Le mot frappa Tyler comme un coup de poing. Son père, qu'il appelait Tyler ou garçon, depuis aussi longtemps qu'il se souvenait, venait d'appeler le fils d'un autre homme, un homme qui avait couché avec la femme de son fils dans son dos, qui avait contribué à détruire le mariage de Tyler, et qui est maintenant accueilli à bras ouverts dans la famille Morrison. En fait, poursuivit Frank, sa voix prenant le ton cérémonieux qu'il utilisait pour les annonces commerciales importantes. Cela mérite plus que de simples félicitations. Tyler regarda son père fouiller dans la poche de sa veste et en sortir une paire de des clés de voiture. Pas n'importe lesquelles, des clés BMW attachées à un porte-clés en cuir avec le logo Morrison Construction en relief doré.
Cassie, ma chère, dit Frank en se levant et en faisant le tour de la table pour lui présenter les clés d'un geste théâtral. Je sais que tu prends le bus pour aller au travail, et ce n'est tout simplement pas acceptable pour un membre de la famille Morrison. Considère ceci comme notre cadeau de fiançailles. Tyler sentit le monde basculer. Son père, qui l'avait obligé à acheter sa propre voiture à 16 ans, qui avait refusé de co-signer ses prêts étudiants, qui ne lui avait jamais rien donné sans condition, venait de remettre à son ex-femme les clés d'une BMW. « Frank, je ne peux pas accepter ça, » protesta Cassie. Mais Tyler voyait le calcul derrière ses grands yeux. Elle s'imaginait déjà au volant, pensant déjà à ce que cela signifiait pour son statut au travail, dans leur cercle social. Absurde. Frank balaya ses objections d'un geste de la main. Ta famille, plus que ça, tu vas être la femme de Dererick, et Dererick a été d'une aide précieuse pour notre expansion dans l'immobilier commercial. Considérez cela comme un investissement. Le sourire de Dererick était prédateur. C'est incroyablement généreux, monsieur Morrison. Cassie parlait d'acheter une voiture fiable. Fiable? Tyler serra les mains sous la table. Son ex-femme s'offrait une voiture de luxe pour ses fiançailles, tandis que Tyler conduisait une Honda de 10 ans avec 200 000 km au compteur. Linda frappa dans ses mains. Oh, c'est merveilleux. On devrait commencer à planifier le mariage immédiatement. Avez-vous pensé à Venise? Je sais que le country club serait parfait, et je fais partie du comité des événements. Tyler regarda sa mère se transformer en planificatrice de mariage, la voix haute d'excitation tandis qu'elle débitait des idées pour les fleurs, le traiteur, les listes d'invités. Elle était plus animée qu'il ne l'avait vue depuis des années, plus impliquée qu'elle ne l'avait été lorsque Tyler avait obtenu son diplôme de summa cum laude à l'Université d'État du Colorado, plus enthousiaste que lorsqu'il avait décroché son emploi chez Denver Engineering Solutions. Qu'en penses-tu, Tyler? La question venait de Cassie, et Tyler comprit toute la situation. La table le regardait avec impatience. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il avait complètement manqué la conversation. Je suis désolé, quoi? Le mariage, dit Derek d'un ton patient, mais condescendant, comme s'il s'adressait à un enfant. Nous discutions si nous le ferions ici, à Denver, ou dans la ville natale de Cassie. Je pensais que tu aurais peut-être une opinion, vu ton histoire. Leur histoire, comme leurs 8 ans de relation, leurs 3 ans de mariage, la maison qu'ils avaient achetée ensemble, l'avenir qu'ils projetaient. Comme si tout cela n'était que de l'histoire ancienne, sans rapport avec l'importante planification de la nouvelle vie de Cassie. Tyler regarda les visages autour de la table qui le regardaient. L'expression de sa mère était inquiète mais distante, comme si elle craignait qu'il ne fasse une scène. Son père semblait impatient, passant déjà de la vie de Tyler à des sujets plus importants. Le sourire de Dererick était franc, provocateur, mettant Tyler au défi de protester. Et Cassie le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Le même regard qu'elle lui avait lancé le jour où elle avait demandé le divorce. Lorsqu'elle lui avait expliqué qu'elle s'était éloignée de lui, que Derek la faisait se sentir vivante d'une manière que Tyler n'aurait jamais pu imaginer. Elle le regardait comme s'il était brisé, comme s'il était quelque chose à gérer plutôt qu'à considérer. Je pense, dit lentement Tyler, la voix ferme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Que tu devrais faire ce qui te rend heureuse, Cassie. Tu as clairement montré que tu étais douée pour ça. La table resta silencieuse un instant, le sous-entendu de ses paroles flottant dans l'air comme de la fumée. Puis Dererick rit, un rire riche qui combla le silence gêné. Bien dit. Le bonheur, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Frank s'éclaircit la gorge et se tourna vers Tyler, son expression passant de festive à professionnelle. En parlant de bonheur, fiston, il y a quelque chose dont nous devons parler. Le problème du rinçage. Tyler sentit son estomac se nouer. Voilà. La vraie raison du dîner-spectacle de ce soir. L'annonce des fiançailles n'était que le début. Avec Cassie qui rejoignait officiellement la famille, poursuivit Frank, et Derek qui apportait ses relations d'affaires à nos projets. Il va falloir restructurer certaines choses ici. Restructurer, demanda Tyler, même s'il savait déjà où cela allait mener. Ta chambre, dit doucement Linda, comme si parler doucement faciliterait la tâche. On en aura besoin pour Derek et Cassie quand ils viendront nous rendre visite. Tu comprends? Tyler regarda à nouveau autour de la table. Ses parents, son ex-femme et sa nouvelle épouse. Son fiancé,
tous l'observaient comme s'ils attendaient qu'il les remercie pour le privilège d'avoir été expulsé de la maison de son enfance. « Alors, où suis-je censé vivre » demanda-t-il. « Il y a plein de beaux appartements en ville » répondit Frank d'un ton dédaigneux. « Un homme de ton âge devrait avoir son propre chez lui de toute façon. Cet arrangement a toujours été temporaire. » Temporaire ? 2 ans à payer $900 par mois pour vivre dans la maison de son enfance. 2 ans à regarder son ex-femme encaisser les chèques de l'entreprise familiale. 2 ans à jouer les fils reconnaissants envers ceux qui le traitaient comme un fardeau. Et tout cela n'avait été que temporaire. Le loyer est du dimanche, continua Frank, son ton passant du paternel au professionnel. 9 cents comme d'habitude. Après ça, on te donne 30 jours pour trouver un autre endroit. Tyler sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de définitif et d'irrévocable, comme la glace qui se forme sur un étang profond. Il regarda son père, l'homme qui lui avait appris à lancer une balle de baseball, qu'il avait emmené sur les chantiers quand il était enfant, qui lui avait dit un jour que Morrison Construction serait son héritage, et réalisa que cet homme était parti. J'ai placé un étranger qui se souciait plus d'impressionner l'ex-femme de son fils que de protéger son propre sang. Félicitations, dit finalement Tyler en se levant de table. Pour les fiançailles, pour la voiture, pour avoir trouvé vous êtes un merveilleux nouveau membre de la famille. Il sortit son portefeuille et compta $900 en liquide, le posant sur la table à côté de son dîner intact. Voilà ton loyer. Considère-le comme mon cadeau de mariage, Tyler, commença Linda, sa voix prenant le ton qu'elle avait employé quand il était enfant, piquant une crise. Non, dit doucement Tyler en les regardant chacun à son tour. Vous avez tous fait votre choix. Vous l'avez choisi plutôt que moi. Vous l'avez choisi plutôt que moi. Vous avez choisi tout le monde plutôt que moi. Je comprends maintenant. Il se dirigea vers le placard du couloir et sortit sa veste, sentant leur regard sur son dos comme un poids physique. Lorsqu'il se retourna, ils étaient tous encore assis là, ses parents l'air mal à l'aise, Derrick affichant un sourire narquois, Cassie le regardant avec la même expression de pitié. « Profite bien de ta nouvelle famille, dit Tyler, la main sur la poignée de la porte. J'espère qu'ils te donneront tout ce que tu mérites. » Alors qu'il sortait dans la froide nuit du Colorado, Tyler Morrison sentit les derniers vestiges de son ancienne vie s'effacer comme une peau morte. Derrière lui, par la fenêtre de la salle à manger, il les voyait déjà s'éloigner, oubliant déjà sa présence. Frank servait encore du vin. Lindo examinait à nouveau la bague de Cassie, et Derrick était probablement déjà en train de planifier comment redécorer la chambre de Tyler. Il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir effacé de leur vie, l'avoir remplacé par quelque chose de mieux, de plus précieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tyler préparait ce moment depuis des mois. Il lui avait juste donné exactement ce dont il avait besoin, la justification morale pour détruire tout ce qui leur était cher. Tyler sortit son téléphone et envoya un simple SMS. Il était temps. Exécuter la première phase. À l'autre bout de la ville, des roues se mirent à tourner, ce qui allait faire s'écrouler le monde soigneusement construit par la famille Morrison. Mais Tyler ne serait pas là pour assister au premier domino. Il avait un avion à prendre, une nouvelle identité à assumer et 18 mois de planification à mettre en œuvre. Le temps qu'il comprenne ce qui se passait, Tyler Morrison ne serait plus qu'un fantôme. Et les fantômes, Tyler l'avait appris, pouvaient faire des choses terribles aux vivants. Chapitre 3. La disparition. Tyler traversait les rues désertes de Denver avec la précision méthodique d'un homme exécutant un plan soigneusement préparé. Le moteur de sa Honda ronronnait sans interruption tandis qu'il se dirigeait vers le garde-meuble qu'il avait loué 18 mois plus tôt sous le nom de Thomas Brennan. L'une des 3 fausses identités qu'il avait passé à cultiver ces 18 derniers mois. Le garde-meuble se trouvait dans une zone industrielle où poser des questions ne faisait pas partie du modèle de service client. Tyler composa son code d'accès et franchit le portail qui s'ouvrait, ses phares perçant l'obscurité entre des rangées de portes métalliques identiques. L'unité 247 contenait tout ce dont il aurait besoin pour la suite, argent, documents, vêtements et les preuves qui serviraient de munitions dans la guerre qu'il s'apprêtait à mener. Il avait appris le cloisonnement dans l'armée, à séparer les opérations afin que l'échec de l'une ne compromette pas les autres. Tyler Morrison, l'ex-mari amer vivant dans sa chambre d'enfant, était un compartiment. Thomas Brennan, l'artisan méthodique de la vengeance, en était un autre. Dans les heures qui suivraient, Tyler Morrison cesserait d'exister, du moins pour sa famille.
La lumière fluorescente du garde-meuble s'alluma lorsque Tyler souleva la porte métallique. À l'intérieur, des cartons s'alignaient sur les murs avec une précision militaire, chacun étiqueté de sa propre écriture, dossier financier, documents personnels, dossier de recherche, fourniture d'urgence. Au centre de son espace se trouvait un bureau robuste avec un ordinateur portable, une imprimante et une connexion Internet par satellite sécurisée, son centre de commandement mobile. Tyler sortit son téléphone et regarda l'heure. 21h47, parfait. Sa famille finirait de dîner, se dirigeant probablement vers le salon pour prendre un café et poursuivre les préparatifs du mariage. Ils seraient fiers de leur victoire, ivres de la satisfaction de l'avoir enfin libéré. Il ne leur manquerait que le lendemain matin, lorsque son absence au petit-déjeuner dominical serait remarquée avec soulagement plutôt qu'inquiétude. Il ouvrit la boîte étiquetée « Documents personnels » et en sortit une enveloppe en papier craft contenant ses véritables trésors, un permis de conduire du Michigan pour Thomas Brennan, accompagné d'un historique de 5 ans de changement d'adresse et d'immatriculation de véhicule. Un passeport au même nom, tamponné de voyages d'affaires inédits. Carte de crédit, compte bancaire, relevé d'emploi, tous les éléments d'une vie qui n'existait que sur papier, mais qui passerait toutes les vérifications d'antécédents. Créer Thomas Brennan avait nécessité des mois de travail minutieux et un investissement important, l'argent que Tyler détournait discrètement de ses propres comptes. Il ne volait pas. Il n'était pas du genre à convertir progressivement ses actifs en des formes intraçables. Des pièces d'or achetées auprès de différents négociants dans 3 États. Des avances de fonds en petits montants pour éviter de déclencher des alertes bancaires. Des crypto-monnaies achetées via des plateformes d'échange anonymes et reconverties en espèces via des comptes à l'étranger. Tyler avait appris l'invisibilité financière d'une source inattendue. Son avocat spécialisé en divorce, qui avait mentionné lors d'une séance de stratégie nocturne que ses clients fortunés préparaient parfois la protection de leurs actifs en créant ce qu'il appelait des entités fantômes, des structures financières légales mais intraçables capables de dissimuler leurs actifs à des dénonciateurs vengeurs. Tyler avait suivi cette conversation avec une attention particulière. L'ordinateur portable démarra avec une légère sonnerie et Tyler se connecta au système de communication crypté qu'il avait mis en place des mois plus tôt. 3 voyants verts indiquaient que ses associés étaient en ligne et prêts à agir. Il ne les avait jamais rencontrés en personne. C'était la beauté du monde moderne. On pouvait acheter des compétences anonymement, rendre des services par le biais de boîtes aux lettres numériques, payer en crypto-monnaie sans jamais pouvoir remonter à qui que ce soit. Marcus Chin était un détective privé à Los Angeles spécialisé dans les recherches d'antécédents approfondis. Au cours de l'année écoulée, il avait compilé des dossiers complets sur tout ce qui gravitait autour de Tyler, dossiers financiers, habitudes personnelles, transactions commerciales, relations sociales, secrets susceptibles de mettre fin à des carrières ou à des mariages. Tyler lui avait versé $50 000 pour des informations qui valaient désormais de l'or. Sarah Rodriguez était une spécialiste des médias sociaux capable de créer ou de détruire des réputations en ligne avec une précision chirurgicale. Elle avait passé des mois à créer de faux profils, créant des réseaux de fausses identités capables d'inonder Internet d'informations, vraies ou fausses, d'une simple pression sur un bouton. Ces services coûtaient $30 000, mais le pouvoir de contrôler les récits à l'ère numérique était inestimable. James Patterson était le plus cher et le plus dangereux des associés de Tyler. Ancien spécialiste de la sécurité d'entreprises reconverti en freelance, Patterson fournissait ce qu'il appelait diplomatiquement des services de pression. Tyler lui avait versé $100 000 d'avance pour un contrat d'un an couvrant tout, de la surveillance à des formes plus directes de persuasion. Tyler ouvrit une nouvelle fenêtre de messages et saisit, phase 1, lancement. Target s'est engagé à respecter le calendrier. Procédez comme prévu. 3 confirmations arrivèrent en quelques minutes. Marcus commencerait à diffuser la première vague d'informations demain matin. Sarah lancerait la campagne sur les médias sociaux dès mardi. Patterson mettrait en œuvre les pressions tout au long de la semaine, aboutissant à ce que Tyler avait appelé la révélation du dimanche suivant. Mais ce soir, il était question de disparition, de devenir un fantôme capable de hanter les rêves de sa famille sans être attrapé ni arrêté. Tyler ouvrit le dernier carton de son garde-meuble et sortit les accessoires de sa disparition, une lettre de suicide froissée, écrite de sa main, avec empreinte digitale et traces d'ADN. Un flacon de somnifère avec l'étiquette de son ordonnance, vidé de son contenu, une clé USB contenant ce qui semblait être sa dernière confession, expliquant sa dépression, sa culpabilité liée au divorce, sa honte d'avoir déçu sa famille.
Tyler avait étudié suffisamment de dossiers de personnes disparues pour savoir que les 48 premières heures étaient cruciales. Si quelqu'un disparaissait sans laisser de traces, la police présumait un acte criminel. Si quelqu'un disparaissait après avoir laissé des traces évidentes d'intention suicidaire, elle présumait la mort et concentrait ses recherches sur la récupération plutôt que sur le sauvetage. Lorsqu'il comprendrait qu'aucun corps ne serait jamais retrouvé, Tyler aurait disparu depuis longtemps. Il déposa la lettre de suicide sur son bureau d'enfant, le lestant du flacon de pilule vide. Le mot était un chef-d'œuvre de diversion, il avouait des dettes de jeux fictives, s'excusait d'être un fardeau pour sa famille et exprimait l'espoir qu'il serait plus heureux sans lui. Chaque mot était calculé pour créer un sentiment de culpabilité, les amener à remettre en question la façon dont il le traitait, semer le doute qui se transformerait en tourment psychologique. La confession sur la clé USB était encore plus sophistiquée. Tyler l'avait enregistrée des mois auparavant à l'aide d'un logiciel de modulation vocale pour paraître déprimé et désespéré. Il y avouait se sentir inutile, en vouloir au succès de Cassie et être jaloux de l'assurance de Derrick. Il remerciait sa famille de l'avoir aidé, mais insistait sur le fait que certaines personnes étaient vouées à l'échec. C'était une guerre psychologique déguisée en lettre de suicide. Le téléphone de Tyler vibra, accompagné d'un message de sa mère. « Tyler, il faut qu'on parle. Rentre à la maison pour qu'on règle ça comme des adultes. » Un foyer comme celui dont il venait de le chasser était toujours le sien. Comme s'il restait quelque chose à régler après avoir choisi Derek Vaughn comme nouveau fils. Tyler effaça. Le message sans répondre et sortit un téléphone prépayé qu'il avait acheté comptant 6 mois plus tôt. Il parcourut les contacts jusqu'à trouver le numéro de la ligne professionnelle de Derek Vaughn. Tyler l'appelait une fois par semaine depuis 3 mois. Il raccrochait toujours avant que Derek puisse répondre. Toujours depuis un autre téléphone acheté comptant et jeté ensuite. Il avait établi une routine, créant des preuves de harcèlement qui étayeraient le récit de sa dépression émotionnelle. Cette fois, Tyler laissa l'appel tomber sur la messagerie et laissa un message d'une voix brisée, celle d'un homme au bout du rouleau. « Derek, c'est Tyler. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais sache que je ne t'en veux pas. Tu as donné à Cassie ce que je n'ai pas pu donner. Tu es un homme meilleur que moi, et elle mérite mieux. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. Prends soin d'elle, d'accord? Elle est tout ce qui compte. » Tyler raccrocha et éteignit le téléphone, le jetant dans un sac poubelle avec les autres preuves de la dernière nuit de Tyler Morrison. Dans 12 heures, Derrick trouverait ce message et comprendrait qu'il s'agissait d'un aveu de suicide. Il appellerait la police, probablement Frank et Linda, certainement Cassie. Il fouillerait la chambre de Tyler et trouverait le mot, les pilules, la clé USB. Ils avaient reconstitué l'histoire d'un homme qui avait tout perdu et ne supportait pas la honte. Ce qu'ils ne trouveraient pas, c'était Tyler Morrison. Au matin, il se dirigerait vers la frontière mexicaine dans une voiture immatriculée au nom de Thomas Brennan, avec de l'argent et des documents qui lui permettraient de disparaître aussi longtemps que nécessaire. Il referait surface au moment opportun. Quand sa famille aurait suffisamment souffert pour comprendre ce qu'elle avait perdu. Quand Derrick et Cassie auraient été anéantis par des forces qu'ils ne pouvaient ni voir ni combattre. Tyler ferma le garde-meuble et se dirigea vers l'aéroport où un vol de nuit pour El Paso attendait Thomas Brennan. Dans le rétroviseur, les lumières de Denver s'éteignirent, emportant avec elles les dernières traces de l'homme qui avait tant lutté pour gagner l'amour de sa famille. Tyler Morrison était mort. Il ne restait plus que quelque chose de plus dur, de plus froid et d'infiniment plus dangereux. Un fantôme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner à regarder ses ennemis s'entuer. Alors que l'avion décollait dans le ciel nocturne, Tyler sortit une tablette prépayée et se connecta une dernière fois à un serveur sécurisé. Dans 8 heures, Marcus Shah allait dévoiler les premières informations sur les pratiques commerciales de Derek Vaughn. Dans 12 heures, Sarah Rodriguez allait inonder les réseaux sociaux de rumeurs soigneusement élaborées sur la relation de Cass avec son patron. Dans 24 heures, James Patterson allait jouer le premier coup d'une partie d'échecs qui se terminerait par la destruction totale de tous ceux qui l'avaient trahi. Tyler sourit en regardant Denver disparaître sous les nuages. Sa famille pensait s'être débarrassée de son plus gros problème. Ils ignoraient que leur pire cauchemar ne faisait que commencer. Chapitre 4. La hantise commence. Frank Morrison avait bâti son empire sur le principe que les problèmes pouvaient être résolus par l'argent, l'influence ou l'intimidation. Il n'avait jamais rencontré de problème qui s'évanouissait comme par magie,
ne laissant derrière lui que des questions et la certitude grandissante que quelque chose de terrible se tramait, hors de son contrôle. 4 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Tyler, et la police de Denver était passée d'une simple affaire de disparition à ce que l'inspecteur Rodriguez qualifiait diplomatiquement de suicide probable avec rétablissement tardif. Le mot, les pilules, le message vocal désespéré adressé à Derek. Tous les indices pointaient vers un jeune homme qui avait finalement succombé à la pression de ses échecs. Frank, assis dans son bureau lambrissé de chaînes chez Morrison Construction, fixait le rapport de police arrivé le matin même. Le langage était clinique, bureaucratique, mais il dressait un tableau qui lui retournait l'estomac. Tyler Morrison, 32 ans, souffrant de dépression liée à un divorce et à une séparation familiale, s'était donné la mort quelque part dans la nature sauvage du Colorado. Les recherches se poursuivaient, mais seraient réduites au bout de 72 heures, à moins que de nouveaux éléments ne soient révélés. La culpabilité rongeait Frank. Il avait élevé Tyler pour qu'il soit fort, qu'il affronte l'adversité, qu'il ne renonce jamais. Où avait-il fait fausse route? Quand son fils était-il devenu si faible qu'un divorce et de dures réalités de la vie auraient pu le pousser au suicide? Un coup frappé à la porte de son bureau interrompit ses réflexions. Entrez. Linda entra, une enveloppe manille à la main, arborant l'expression d'une femme qui avait vieilli de 5 ans et 4 jours. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille. Son maquillage ne cachait pas les cernes sous ses yeux, et ses mains tremblaient légèrement en s'approchant de son bureau. Frank, il faut qu'on parle de Tyler, de l'entreprise, de tout. Frank désigna la chaise en face de son bureau, mais Linda resta debout. Elle déposa l'enveloppe devant lui avec la précision minutieuse de quelqu'un qui pose une bombe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Frank défit le fermoir et en sortit une épaisse pile de photos, des documents financiers et ce qui semblait être des rapports de surveillance. La photo du haut montrait Derek Vaughan entrant dans un hôtel du centre-ville avec une femme qui n'était certainement pas Cassie. L'horodatage a indiqué qu'il avait été pris il y a 3 jours après l'annonce de l'engagement. Où avez-vous obtenu ces? Demanda Frank, sa voix serrée. Ils ont été livrés à la maison ce matin. Aucune adresse de retour, aucune note, juste ces photos et documents. La voix de Linda se craqua légèrement. Frank, si Tyler les voyait, s'il savait que Derek trichait Cassie, Frank a traversé les photographies avec une horreur croissante. Derek avec plusieurs femmes. Rencontre de Derek avec des clients dans des clubs de striptease. Les contrats de signature de Derek dans les chambres d'hôtel tandis que les escortes à moitié habillées attendaient en arrière-plan. Les documents financiers étaient encore pires. Les dossiers montrant la société de développement immobilier de Derek ont été exploités au-delà de toute limite raisonnable, maintenus par des sociétés écrans et des comptes offshore qui n'existaient que sur le papier. Mais les preuves les plus accablantes ont été une série de conversations téléphoniques enregistrées entre Derek et divers associés commerciaux. Frank a sorti le petit enregistreur numérique qui avait été inclus dans l'enveloppe et le jeu de presse. La voix de Derek était indubitable. L'accord Morrison est doré. Le vieil homme est tellement désespéré de m'impressionner, il signera tout ce que je mets devant lui. Nous lui faisons investir dans le projet Phoenix, puis déplacer l'argent à travers les comptes Caïmans avant de comprendre que tout Frank a senti le sang s'écouler de son visage. Le projet Phoenix, Derek lui l'avait présenté la semaine dernière comme un retour sur investissement garanti. Morrison Construction avait déjà engagé 3 millions de dollars sur la base des promesses et des projections financières de Derek. Une autre voix sur l'enregistrement, bourru, moins poli. Et le fils, Tyler? Mocard il posait des questions. Derek a ri, un son qui a fait ramper la peau de Frank. Tyler n'est plus un problème. Le divorce l'a brisé, et papa est très gêné par son échec qu'il préfère croire que je suis le Golden Boy. Tyler pourrait avoir des preuves de moi qui assassinais des chiots, et le vieil homme me choisirait toujours plutôt que son propre fils. Frank a arrêté l'enregistrement et a levé les yeux vers Linda, qui pleurait en silence. Elle avait tout entendu auparavant, avait probablement écouté chaque mot accablant pendant que Frank était au bureau en essayant de se distraire de la disparition de Tyler. « Depuis combien de temps avez-vous su » demanda Frank. « Depuis ce matin, j'essaie de comprendre comment vous dire si nous devons appeler la police. » Qu'elle essuyait les yeux avec un mouchoir, Frank, et si Tyler ne se tue pas? Et s'il découvrait Derek et essayait de l'arrêter? L'implication pendait dans l'air comme du gaz toxique. Derek Vaughan, l'homme qu'ils avaient accueilli dans leur famille, l'homme qu'ils avaient choisi par rapport à leur propre fils,
était un escroc qui les avait joués depuis le début. Pire, si Tyler avait découvert la vraie nature de Derrick et avait essayé de l'exposer. Le téléphone de Frank sonna, le châtiant de ses sombres pensées. L'identifiant de l'appelant a montré la ligne principale de Morrison Construction. Monsieur Morrison, la voix de son secrétaire était tendue. Il y a des hommes ici pour vous voir. Ils disent qu'ils sont du FBI. Frank sentit le monde incliné sur le côté. Envoyez-les. 2 agents sont entrés dans son bureau 5 minutes plus tard. Un homme grand et mince aux cheveux prématurément gris qui se sont présentés comme l'agent Collins et une femme compacte aux yeux pointus qui ont montré son badge et ont dit qu'elle était agent Park. Ils se sont portés avec la confiance tranquille des gens qui avaient l'habitude de répondre à leurs questions immédiatement et complètement. Monsieur Morrison. L'agent Collins a déclaré, s'installant sur la chaise en face du bureau de Frank, nous enquêtons sur certaines irrégularités dans plusieurs projets de développement immobilier à travers le Colorado et l'Arizona. Votre nom est apparu en lien avec l'une de nos personnes d'intérêt. Qui? Demanda Frank, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Agent Park a consulté ses notes. Derek Vaughan, nous comprenons que vous avez conclu plusieurs accords commerciaux avec Monsieur Vaughan au cours de la dernière année. Frank regarda Linda qui était devenue pâle. Derek a été fiancé à mon ancienne belle-fille. Nous avons fait un peu de travail ensemble. Oui. 3 millions de dollars dans le projet de développement commercial de Phoenix. L'agent Collins a dit que ce n'était pas une question. Nous avons suivi le flux d'argent dans cette entreprise particulière. Monsieur Morrison, j'ai peur d'avoir été victime d'un programme de fraude sophistiqué. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou de questions, d'explications et d'une prise de conscience progressive que la famille Morrison avait été systématiquement ciblée et exploitée. Derek Vaughan n'était pas son vrai nom. Il était en fait Derek Walsh, un escroc avec une histoire d'escroquerie romantique et de fraude d'investissement qui remonte à 15 ans. Il avait recherché la famille Morrison pendant des mois avant de prendre contact avec Cassie, d'apprendre leur vulnérabilité et de créer l'approche parfaite. Le motif est toujours le même. A expliqué agent Park. Il cible récemment des femmes divorcées des familles riches, gagne leur confiance, puis utilise la relation amoureuse pour accéder à l'argent de la famille. Votre ancienne belle-fille n'était pas sa première victime, et elle n'aurait pas été la dernière. Et Cassie? Demanda Linda. C'est elle? L'agent Collins secoua la tête. D'après notre expérience, les cibles romantiques sont généralement de véritables victimes. Monsieur Walsh est très bon pour faire croire aux femmes qu'il les aime. Madame Rivera a probablement été manipulée autant que vous. Frank a ressenti un nouveau type de rage dans sa poitrine. Pas seulement la colère contre Derek Walsh pour lui avoir volé, mais furente pour lui être si facilement manipulé. L'homme avait joué sur l'ego de Frank, son désir d'être considéré comme un succès et important, son besoin d'encarrer un homme plus jeune qui appréciait sa sagesse. Frank avait été utilisé aussi complètement que s'il avait été hypnotisé. Il y a autre chose, a déclaré l'agent Park attentivement. Nous comprenons que votre fils, Tyler Morrison, a récemment disparu dans des circonstances suspectes. Tyler s'est suicidé. Dit Linda brisée. Il a laissé une note. Pilule, a déclaré la police. Madame Morrison, l'agent Collins s'est interrompu doucement. Le moment de la disparition de votre fils, combiné à des preuves que Derek Walsh était sur le point d'être exposé, soulève quelques questions. Tyler a-t-il déjà exprimé des soupçons à propos de Walsh? A-t-il déjà mentionné enquêter sur ses antécédents? Frank a repensé aux derniers mois, essayant de se souvenir du comportement de Tyler autour de Derek. Il y avait eu une tension, certainement, mais Frank l'avait attribuée à la jalousie et au ressentiment. Tyler avait-il essayé de les avertir? Si son propre fils avait essayé de les protéger pendant que Frank l'a repoussé en faveur d'un escroc. Je ne sais pas, a admis Frank. Je pensais que Tyler était juste amer du divorce. Je ne l'ai pas écouté. Les agents ont échangé des regards. Monsieur Morrison, nous allons avoir besoin de vous pour nous fournir tous vos dossiers financiers liés à Derek Walsh. Enregistrement téléphonique, email, contrat, tout. Et nous allons devoir parler avec Madame Rivera dès que possible. Après le départ des agents, Frank et Linda se sont assis en silence. Le poids de leurs erreurs appuyant sur eux comme une force physique. Leur fils était mort. L'argent de leur famille avait disparu. Et l'homme qu'ils avaient choisi sur Tyler était un criminel qui les avait utilisés depuis le début.
Mais l'ironie la plus cruelle n'était pas encore venue. Le téléphone de Frank a bourdonné un SMS à partir d'un numéro inconnu. Vérifiez le portail des employés de Morrison Construction. Mot de passe. Le sang passe froid. Frank a ouvert son ordinateur portable et s'est rendu sur le site web interne de l'entreprise, ses mains tremblant alors qu'il tapait le mot de passe. Un nouveau dossier était apparu dans la section documents partagés intitulé Enquête de Tyler. À l'intérieur, des dizaines de fichiers, de photographies, de dossiers financiers, de conversations enregistrées, de vérification des antécédents documentant les antécédents criminels de Derek Walsh et son infiltration systématique d'une famille Morrison. Tyler avait su. Pendant des mois, Tyler avait construit une affaire contre Derek, recueilli des preuves, essayant de protéger sa famille d'un prédateur qu'ils avaient accueilli à bras ouverts. Les horodatage sur les fichiers ont montré que Tyler avait travaillé sur cette enquête jusqu'à la nuit où il a disparu. Frank a ouvert le dernier fichier dans le dossier. Un message vidéo daté il y a 3 jours. Le visage de Tyler a rempli l'écran, mais ce n'était pas l'homme brisé et vaincu que Frank se souvenait de leur dernier dîner. Ce Tyler était calme, concentré et absolument furieux. Si vous regardez ça, a déclaré Tyler, regardant directement dans la caméra, alors Derek a fait son mouvement, et vous avez finalement réalisé quel genre d'homme vous avez choisi par rapport à votre propre fils. J'ai passé les 18 derniers mois à documenter ces crimes, en construisant une affaire qui devrait le mettre en prison pour le reste de sa vie. Mais je ne vais pas être celle pour le présenter. Tyler se rapproche de la caméra, ses yeux durs comme hiver comme les Stones hivernaux. Vous voulez Doug Vogt à la place de la caméra, ses yeux durs comme hiver comme des étons hivernaux. Vous voudrez Doug Vogt à la place de la caméra, ses yeux durs comme hivernal comme hiver. Moi? Coulé. Il savait, elle a chuchoté. Et nous l'avons jeté. Le téléphone de Frank sonna à nouveau. Cette fois, c'était Derek. Derek Walsh appelant de ce qui était probablement un téléphone en brûleur. Sa voix paniqua et désespérée. Frank, j'ai besoin de votre aide. Il y a des agents du FBI dans mon appartement. Mes comptes ont été gelés et Cassie ne répondra pas à son téléphone. Quelqu'un a diffusé des mensonges sur moi, ruinant tout ce que j'ai construit. Frank a regardé les preuves réparties sur son bureau, sur la vidéo de la fureur froide de son fils, lors de l'enquête qui a prouvé que Derek était tout ce que Tyler avait essayé de les avertir. Tyler, dit doucement Frank. Et Tyler? Frank, tu n'as pas de sens. Tu as détruit la vie de mon fils et maintenant il détruit le vôtre. Frank a ressenti un étrange sentiment de fierté mélangé à son chagrin. Et tu sais quoi, Derek? Vous méritez tout ce qui vous vient à vous. Frank a raccroché le téléphone et lui a supprimé le numéro de Derek de Tyler Morrison. Pas comme un suicide, mais comme la disparition d'un homme qui a découvert la vérité sur les gens que sa famille avait choisis au-dessus de lui. Quelque part là-bas, Tyler regardait. Quelque part là-bas, son fils orchestrait la destruction de tous ceux qui l'ont trahi. Frank Morrison avait construit son empire sur le principe selon lequel les actions ont eu des conséquences. Maintenant, il apprenait que parfois ces conséquences provenaient des personnes que vous blessez le plus. Le fantôme de Tyler Morrison était rentré à la maison pour les hanter tous. Chapitre 5. Les titans web. Cassie Rivras était toujours fier de sa capacité à lire les gens pour naviguer dans les situations sociales avec la grâce de quelqu'un qui comprenait que les relations n'étaient qu'une autre forme de monnaie. Cette compétence l'avait bien servi tout au long de sa vie. D'abord en échappant à la pauvreté de son enfance, puis dans la construction d'une carrière, et enfin en se positionnant dans la sphère de la famille Morrison. Mais maintenant, alors qu'elle était assise dans le bureau du terrain du FBI, interrogée sur les activités criminelles de son fiancé, elle a réalisé que sa plus grande force avait également été sa plus grande faiblesse. Agent Park a glissé une autre photographie sur la table en métal. Celui-ci montrant Derek entrant dans un hôtel de Las Vegas avec une femme blonde qui avait à peine l'air assez vieille pour boire. Pouvez-vous identifier la femme sur cette photo? Madame Rivras. Cassie regarda l'image, sa bague de fiançailles se sentant soudainement lourde sur son doigt. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Cela a été pris il y a 2 semaines alors que M. Walsh assistait à une conférence immobilière à Phoenix. Le nom de la femme est Jennifer Caldwell. Elle a 23 ans et a récemment divorcé d'un entrepreneur technologique d'une valeur d'environ 12 millions de dollars. Le modèle devenait clair avec chaque nouvelle photographie, chaque nouvelle preuve que le FBI a posée devant elle.
Dererick n'avait pas assisté à des conférences commerciales. Il avait cultivé sa prochaine marque, faisant tourner le même réseau de mensonges et de charme qu'il avait utilisé pour l'attraper. La prise de conscience aurait dû la mettre en colère, mais elle ne ressentait plutôt qu'une terreur froide et rampante. Madame Rivera. L'agent Collins a dit doucement, nous pensons que vous êtes une victime ici autant que quiconque. Derek Walsh est un escroc professionnel qui se spécialise dans l'exploitation des femmes récemment divorcées de familles riches. Son intérêt pour vous n'a jamais été personnel. C'était stratégique. Cassie ferma les yeux en essayant de traiter les implications. Chaque moment de leur relation, leur première réunion au gala de charité, sa poursuite d'elle après son divorce, son intérêt apparemment réel pour ses pensées et ses sentiments avaient été calculés. Elle pensait qu'elle utilisait sa connexion à Dererick pour garantir sa position avec la famille Morrison. Mais Dererick l'avait utilisé pour les accéder. Combien de temps? Elle a demandé. Combien de temps? Quoi? Combien de temps prévoyait-il cela? Quand m'a-t-il ciblé pour la première fois? Agent Park a consulté ses notes. Notre enquête suggère que Walsh a commencé à rechercher votre situation familiale environ 6 mois avant la finalisation de votre divorce. Il connaissait vos problèmes de mariage avant vous. Les mots frappent Cassie comme un coup physique. Dererick n'avait pas plongé pour la sauver d'un mariage malheureux. Il avait orchestré la fin de ce mariage. Elle a repensé à leur première conversation, comment il semblait comprendre ses frustrations avec Tyler, comment il l'avait encouragé à vouloir plus de la vie, à attendre plus d'un partenaire. A-t-il provoqué mon divorce? L'agent Collins se pencha en avant, son expression sympathique mais professionnelle. Nous ne pouvons pas prouver une interférence directe dans votre mariage, Madame Rivera. Mais Walsh a un schéma d'identification des relations vulnérables et d'application de la pression à des points stratégiques. De petites suggestions, des observations apparemment innocentes, une érosion progressive de la confiance et de la satisfaction. Sa manipulation psychologique déguisée en soutien. Cassie sentit son monde soigneusement construit s'effondrer autour d'elle. Pas seulement la relation avec Derek, mais tout ce qui en avait enlevé. Son travail chez Morrison Construction, son acceptation dans la famille, tout son sens de l'identité au cours des 2 dernières années, tout cela avait été construit sur la manipulation de Derek. Il y a autre chose dont nous devons discuter. L'agent Park a déclaré que son ton devient plus grave. La disparition de Tyler Morrison. Que pouvez-vous nous dire sur sa relation avec Derek Walsh? Cassie se déplaça inconfortablement sur sa chaise. Tyler était jaloux, amer du divorce. Il n'a jamais accepté que Derek et moi étions ensemble. Tyler a-t-il déjà exprimé des préoccupations spécifiques concernant les pratiques commerciales de Dererick? A-t-il déjà accusé Derek de quelque chose au-delà des problèmes personnels? Cassie a repensé à leurs interactions au cours de la dernière année. Tyler avait toujours été hostile envers Derek, mais elle l'avait attribué à une fierté masculine blessée. Y avait-il quelque chose de plus? Tyler avait-il essayé de l'avertir de quelque chose qu'elle avait été trop passionnée pour voir? Il a dit que Derek était trop beau pour être vrai. Cassie a admis à contre-cœur. Il a dit, des hommes comme Derek ne sont pas simplement tombés amoureux des femmes divorcées à moins de vouloir quelque chose. Je pensais qu'il était juste cruel. L'agent Collins a échangé un coup d'œil avec son partenaire. Madame Rivera, nous avons des preuves que Tyler Morrison mène sa propre enquête sur les antécédents de Derek Walsh. Il recueillait des informations depuis des mois avant sa disparition. Une nouvelle peur s'est glissée dans la poitrine de Cassie. Vous pensez que Derek a fait quelque chose à Tyler? Nous pensons que Tyler a découvert des informations qui auraient pu exposer l'opération de Dererick. Que Dererick ait agi sur cette menace ou si Tyler a choisi de disparaître pour ses propres raisons est toujours sous enquête. Le téléphone de Cassie bourdonnait sur la table entre eux, l'écran s'affleurant avec un texte d'un numéro inconnu. L'agent Park a hoché la tête pour elle de le lire. Vérifiez votre email. Le mot de passe en vaut la peine. Un ami qui a essayé de vous avertir. Cassie sentit son sang se tourner vers la glace. Elle a reconnu la phrase. C'est ce que Frank Morrison avait dit au dîner la nuit où Tyler a disparu. Les mots cruels qui avaient justifié le choix de Derek plutôt que son propre fils. Parce qu'elle en vaut la peine, Madame Rivera. L'agent Collins a invité. J'ai besoin de vérifier mon email. Je pense que Tyler essaie de nous dire quelque chose.
Agent Park a sorti un ordinateur portable et a ouvert un navigateur Internet, en le faisant passer à Cassie. Ses mains tremblaient alors qu'elle se connectait à son compte de messagerie et tapait le mot de passe. Un nouveau dossier était apparu dans sa boîte de réception étiqueté La vérité sur Derek Walsh. À l'intérieur, il y avait des dizaines de courriels, tous du compte personnel de Tyler, tous datés au cours des 18 derniers mois, mais non jamais envoyés. Chacun contenait des morceaux de fonds réels de Derek. Casier judiciaire, documents judiciaires, témoignages des victimes précédentes. Tyler avait construit un dossier complet contre Derek tandis que Cassie avait planifié son mariage. Le premier email a été daté de 3 mois après que Cassie et Derek avaient commencé à sortir ensemble. Cassie, je sais que vous ne voudrez pas entendre cela, mais Derek Vaughn n'est pas ce qu'il prétend être. J'ai fait des recherches, et il y a des incohérences dans ses antécédents qui m'inquiètent. Je n'essaie pas de ruiner votre bonheur. J'essaie de vous protéger de quelqu'un qui pourrait vous utiliser. Soyez prudent, Tyler. Les emails ont continué chronologiquement, chacun de plus urgent que le précédent alors que Tyler a révélé plus de preuves des antécédents criminels de Derek. Fraude bancaire en Californie, escroquerie romane en Floride, vol d'identité au Texas, Derek Walsh dirigeait les inconvénients depuis 15 ans, et Tyler avait documenté chaque crime. Le dernier email était daté de la veille de la disparition de Tyler. Cassie, au moment où vous lisez ceci, Derek aura probablement fait son avance sur un argent de la famille Morrison. Je vous ai donné 18 mois à voir à travers son acte, mais vous êtes trop investi dans le fantasme pour accepter la vérité. Je ne le laisserai pas détruire ma famille pour subventionner votre conte de fait. Je suis désolé pour ce qui va se passer, mais vous l'avez choisi par rapport à tous ceux qui ont essayé de vous avertir. Vivez avec les conséquences, Tyler. Cassie a lu l'email 2 fois en essayant de traiter les implications. Tyler ne s'était pas tué par dépression ou désespoir. Il a disparu pour orchestrer la chute de Derek. Tout ce qui se passait, l'enquête du FBI, l'exposition des crimes de Derek, l'effondrement de son identité soigneusement construite, était de Tyler. Il est vivant, murmura-t-elle. L'agent Collins acquiesça sincèrement. Nous le croyons. La question est de savoir où est ce qu'il prévoit ensuite. Comme convoqué par leur conversation, le téléphone de Cassie a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro de Derek et l'agent Park a fait un geste pour qu'elle puisse répondre pendant qu'ils écoutent sur le haut-parleur. Derek. La voix de Cassie est sortie plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Cassie, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis des heures. Quelque chose se passe. Quelque chose de terrible. Le FBI a attaqué mon bureau. Ils ont gelé mes comptes et ils disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Même maintenant, même sachant ce qu'elle savait, la voix de Derek avait le pouvoir de faire douter de ses preuves devant elle. Il avait l'air vraiment en détresse, vraiment confus par les accusations contre lui. Mais Cassie avait appris à reconnaître la différence entre la sincérité et la performance. Est-ce vrai? Elle a demandé. Êtes-vous vraiment Derek Walsh? Êtes-vous vraiment un escroc? Le silence à l'autre bout de la ligne a duré exactement 3 secondes, assez longtemps pour que Derek calcule sa réponse, pour décider de continuer la charade ou de réduire ses pertes. Cassie, chérie, tu dois comprendre. Elle a raccroché le téléphone et a regardé les agents de l'autre côté de la table. Il est coupable de tout. L'agent Park se pencha en arrière sur sa chaise. Madame Rivera, nous allons avoir besoin de votre pleine coopération dans la construction d'une affaire contre Derek Walsh. Cela signifie des témoignages sur votre relation, l'accès à toutes les communications entre vous et un calendrier complet de ses interactions avec la famille Morrison. Et Tyler? Que se passe-t-il lorsque vous le trouvez? L'agent Collins a soigneusement examiné la question. Cela dépend de ce qu'il a fait et de ce qu'il prévoit de faire ensuite. La disparition n'est pas un crime, et ni l'un ni l'autre ne mène une enquête privée. Mais s'il est engagé dans la fraude, le harcèlement ou pire. Il ne blessera personne, a déclaré Cassie avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. Tyler n'est pas violent. Il est en colère. Et il a parfaitement le droit d'être, mais il n'est pas un tueur. Espérons que vous avez raison, a déclaré agent Park. Parce qu'en ce moment, Tyler Morrison est le seul à savoir comment cette histoire se termine. Alors que Cassie quittait le bureau du FBI 2 heures plus tard, toute sa vie en ruine autour d'elle, elle a sorti son téléphone et a tapé un message à l'ancien numéro de Tyler. Je suis désolé. J'aurais dû écouter. J'aurais dû vous faire confiance.
Veuillez rentrer à la maison. Le message a été livré, mais jamais lu. Quelque part là-bas, Tyler Morrison regardait ses ennemis se détruire mutuellement, orchestrant une vengeance si complète que sa famille ne se remettrait jamais de la culpabilité de choisir un criminel plutôt que leur propre fils. Mais Cassie avait un sentiment terrible que Tyler's Revenge était juste de commencer, et que les gens qui ne lui ont pas restaient. La division Cold Case du département de la police de Denver avait vu sa part de développements étranges, mais la détective Maria Rodriguez n'avait jamais travaillé sur un cas où la victime présumée semblait orchestrer sa propre enquête au-delà de la tombe. Un fantôme. La famille Morrison ne ressemblait en rien au développeur immobilier confiant qui avait planifié un mariage il y a seulement une semaine. Son costume cher était ridé, ses cheveux parfaits ébouriffés et ses yeux tenaient le regard désespéré de quelqu'un qui regarde son monde soigneusement construit s'effondrer en temps réel. Monsieur Walsh, Rodriguez a commencé, consultant ses notes. Je veux te parler de Tyler Morrison. Le visage de Derrick s'épale. J'ai déjà dit au FBI tout ce que je sais sur Tyler. Il était instable, obsédé par son ex-femme, probablement suicidaire. Tout ce qui lui est arrivé n'a rien à voir avec moi. Rodriguez a ouvert un dossier de fichiers et a sorti une photographie. Derek quittant l'immeuble de Tyler à 2h47 la nuit, Tyler a disparu. L'horodatage était clairement visible dans le coin de l'image, capturé par une caméra de sécurité, Derrick n'avait pas connu exister. Cette photographie suggère le contraire. Derrick regarda l'image pendant un long moment, son sang-froid craque finalement. Cela ne prouve rien. Peut-être que je veux le vérifier pour voir s'il allait bien après ce qui s'est passé au dîner. À près de 3 heures du matin après avoir sorti la maison de ses parents et laissé une note de suicide sur son bureau, Rodriguez s'est penché en avant. Monsieur Walsh, nous avons récupéré l'ordinateur portable de Tyler Morrison dans son appartement. L'historique de recherche montre que quelqu'un y a accédé après minuit la nuit où il a disparu. Quelqu'un qui connaissait ses mots de passe et supprimé des fichiers spécifiques liés à votre enquête de fond. Le mensonge est venu si bien que Rodriguez croyait presque que Derrick pensait toujours qu'il pouvait charmer ses ennuis. Tyler m'a donné ses mots de passe il y a des mois. Il avait des problèmes informatiques, m'a demandé de l'aider avec certains fichiers. Quand j'ai entendu qu'il pourrait se blesser, je suis allé m'assurer qu'il n'avait rien laissé à bouleverser sa famille, comme des preuves de vos antécédents criminels. L'avocat de Derrick, un défenseur public qui semblait préférer être ailleurs, a finalement pris la parole. Détective, à moins que vous ne chargiez mon client de quelque chose lié à la disparition de Monsieur Morrison, nous devons nous concentrer sur les accusations fédérales auxquelles il est déjà confronté. Rodriguez a ignoré l'avocat et a glissé une autre photographie à travers la table. Celui-ci a montré que la BMW de Derek s'est garée dans une installation de stockage de 24 heures à 40 milles à l'extérieur de Denver. L'horodatage indiquant 4h15 le matin, Tyler a disparu. Que stockiez-vous dans cet établissement, Monsieur Walsh? Le sang-froid de Derrick s'est finalement complètement brisé. Je veux un accord. Je veux l'immunité pour tout ce qui concerne Tyler Morrison et je vous dirai tout. L'avocat a essayé de l'arrêter, mais Derek l'a agité. C'est fini de toute façon. Tyler s'est assuré de cela. Rodriguez a activé son enregistreur et a relu Derek ses droits. Dites-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Derrick a pris un souffle tremblant et a commencé à parler. Tyler enquêtait sur moi depuis des mois. Il a compris qui j'étais vraiment. Des preuves compilées de mes opérations précédentes ont même contacté certaines de mes anciennes notes. Il avait assez pour me ranger pendant 20 ans. Alors tu l'as tué? Non. La voix de Derrick a craqué. Je suis allé dans son appartement pour raisonner avec lui, pour conclure un accord. Tyler était intelligent, mais il a également été amer au sujet du divorce. Je pensais que je pouvais le convaincre que me détruire blesserait Cassie aussi. Qu'elle ne méritait pas d'être humiliée lorsque la vérité est sortie. Rodriguez attendait, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que Derek se sente obligé de le remplir. Tyler m'attendait. Il avait toutes ses preuves présentées sur son bureau, des copies de tout, des enregistrements de nos conversations. Il a dit qu'il allait au FBI le matin, qu'il allait s'assurer que j'ai passé le reste de ma vie en prison. Que as-tu fait? Les mains de Derrick tremblaient maintenant. J'ai paniqué. J'ai attrapé une batte de baseball de son placard, je l'ai menacé, je lui ai dit que je blesserais Cassie s'il allait aux autorités. Tyler rit juste. Il a dit que je pouvais le tuer si je le voulais, mais cela n'aurait pas d'importance.
Il avait déjà tout mis en mouvement. Rodriguez sentit son pouce accélérer. Que voulait-il dire par là? Il avait des associés, des gens qu'il avait embauchés pour m'enquêter, pour recueillir des preuves, pour détruire ma réputation. Il a dit qu'il vivait ou soit mort, ma vie était terminée. Le FBI recevrait des conseils anonymes. Mes victimes être contactées. Tout sortirait. Où est Tyler Morrison maintenant, Monsieur Walsh? Derek a rencontré ses yeux pour la première fois depuis le début de l'interview. Je ne sais pas. Je jure sur la tombe de ma mère. Je ne sais pas. Rodriguez a étudié son visage, à la recherche de racontes pour des signes de tromperie. Ce qu'elle a vu était une véritable confusion mélangée à la terreur. Je l'ai frappé. Derek continua, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Une seule fois avec la batte. Il est descendu dur, a frappé sa tête au coin de son bureau. Il y avait du sang et il ne bougeait pas. La pièce se tait à l'exception du bourdonnement de l'équipement d'enregistrement. Rodriguez a ressenti des pièces du puzzle. En cliquant en place, mais l'image qu'ils ont formée n'avait pas de sens. Je vérifie son pouls, a déclaré Derek. Il était vivant, mais inconscient. J'étais sur appel le 911, mais j'ai entendu quelqu'un monter dans les escaliers. J'ai paniqué et j'ai couru. Qui montait les escaliers? Je ne sais pas. J'ai entendu des voix, plusieurs personnes, mais j'ai utilisé une escape incendie. Au moment où je suis arrivé à ma voiture, il y avait un camion en mouvement devant le bâtiment. Rodriguez sentit son monde incliné sur le côté. Un camion en mouvement? À 4 heures du matin, Derek hocha la tête misérablement. C'est à ce moment que j'ai su que Tyler avait prévu cela. Il avait organisé sa propre disparition, avait fait ressembler à un suicide, mais il avait des gens prêts à le déplacer dans un endroit sûr. Je suis allé à l'installation de stockage pour cacher quelques preuves, certains fichiers qui m'ont connecté à d'autres opérations, mais il était trop tard. Tyler avait déjà gagné. Rodriguez s'est excusé et est entré dans le couloir, la course d'esprit. Si Derek disait la vérité, alors Tyler Morrison n'était pas mort cette nuit-là. Il avait été secouru par des associés qui l'avaient aidé à disparaître. La note de suicide, les pilules, la messagerie vocale émotionnelle, tout cela avait été du théâtre conçu pour couvrir ses morceaux pendant qu'il a orchestré la destruction de Derek de l'ombre. Elle a appelé l'agent Collins et a partagé la confession de Derek, puis est retournée dans la salle d'interview où Derek regardait ses mains comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Monsieur Walsh, vous allez être accusé d'agression, de rupture et entrée et complot en vue de commettre une fraude. Mais si Tyler Morrison est vivant et si vous nous aidez à le trouver, le procureur de district pourrait être disposé à discuter d'un accord de plaidoyer. Derek a levé les yeux avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Vous pensez qu'il est vivant? Je pense que Tyler Morrison est très vivant et je pense qu'il ne fait que commencer. Rodriguez a rassemblé ses fichiers et s'est levé. La question est de savoir s'il va s'arrêter pour vous détruire ou si sa famille est la prochaine sur sa liste. Alors que Rodriguez quittait la salle d'interview, son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Derek Walsh a avoué. Bon. Maintenant, vous connaissez la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais le détective, ce qui m'est arrivé n'est rien comparé à ce qui va arriver aux personnes qui l'ont choisi par rapport à leur propre sang. T.M. Rodriguez regarda le message, sentant un froid couler dans sa colonne vertébrale. Tyler Morrison n'était pas seulement en vie. Il regardait, orchestrant des événements de quelque part hors de leur portée. Et si la confession de Derek Walsh était une indication, la vengeance de Tyler était loin d'être terminée. Elle a transmis le message à l'agent Collins et a ajouté une note. Nous devons mettre la famille Morrison en garde à vue. Tyler Morrison n'est pas la victime dans cette affaire. Il est l'agresseur. Et je ne pense pas qu'il ait fini avec aucun d'entre eux. Quelque part dans l'ombre, Tyler Morrison prévoyait le dernier acte de sa vengeance. La question n'était pas de savoir si sa famille paierait sa trahison. C'était à quel point il souffrirait avant qu'il ne soit convaincu que la justice ait été rendue. Chapitre 7. Les fractures de la famille. Frank Morrison avait construit Morrison Construction sur le principe selon lequel la parole d'un homme était son lien. Cette fidélité à la famille était sacrée et que le travail acharné et l'intégrité triompheraient toujours la tromperie et la cupidité. Maintenant assis dans son bureau avec des agents du FBI, des détectives de la police et des avocats, il a vu ses principes s'effondrer comme une maison construite sur du sable.
L'agent Collins a répandu les photos de la scène du crime à travers le bureau en acajou de Frank. Image de l'appartement de Tyler après l'agression de Derrick, analyse des éclaboussures de sang, preuve d'une lutte qui a peint une image très différente de celle du suicide qu'ils avaient tous cru. Mais la preuve la plus accablante, réluctance. James Patterson est ce que certains appellent un « solutionneur de problèmes ». Il est spécialisé dans l'espionnage industriel, le chantage et ce qu'il appelle par euphémisme les « applications de pression ». Tyler lui a versé $100 000 pour un contrat d'1 an. Frank sentit son sang se retirer de son visage. « Vous dites que mon fils a engagé des criminels ? Je dis que votre fils a engagé des professionnels qui opèrent dans des zones grises du droit. Leur caractère criminel dépend de ce que Tyler leur a demandé de faire. » L'agent Collins se pencha en avant. « Monsieur Morrison, nous avons des raisons de croire que le plan de Tyler entre dans sa phase finale. » Derek Walsh n'était que la première partie. Le téléphone de Frank vibra, un SMS s'afficha. Le numéro était indiqué comme inconnu, mais Frank reconnut immédiatement le ton. Réunion de famille ce soir à la maison. 20h. Venez seul ou ne venez pas. Il est temps de mettre fin à cette conversation, Tyler. L'inspectrice Rodriguez vit le message et commença immédiatement à passer des appels, coordonnant la surveillance et les renforts, mais Frank lui fit signe de partir. Ni police, ni FBI, ni renfort. Monsieur Morrison, votre fils est porté disparu et vit sous de fausses identités depuis plus d'1 semaine. Il est potentiellement dangereux et nous ne pouvons garantir votre sécurité. Frank examina les preuves de la planification méticuleuse de Tyler, de son réseau d'associés, de sa destruction systématique de la vie de Derek Walsh. Inspecteur, si Tyler voulait me faire du mal, je serais déjà mort. Il veut parler après ce qu'on lui a fait. Je lui dois bien ça. Linda leva les yeux de sa chaise d'angle. On y va avec vous, Linda. Non, c'est entre Tyler et moi. Il s'agit de notre famille, dit Linda fermement. Des choix que nous avons tous faits. Si Tyler veut nous punir, alors affrontons-les ensemble. L'agent Collins tenta de protester, mais Frank le coupa. Tyler ne fera pas de mal à sa mère. Quoi qu'il soit devenu, quels que soient ses projets, il ne fera pas de mal à Linda. Ce que Frank ne dit pas, c'est qu'il n'était pas sûr que Tyler ferait preuve de la même retenue envers lui. Les preuves suggéraient que Tyler était devenu quelqu'un que Frank ne reconnaissait pas, froid, calculateur et impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. Le fils qui avait autrefois admiré Frank avec un culte héroïque avait été remplacé par un inconnu qui retournait la stratégie de Tyler contre lui. Ce soir-là, Frank et Linda se rendirent en silence chez les Morrison. La maison où Tyler avait grandi, où il avait appris à faire du vélo et jouer à la balle dans le jardin, ressemblait à un territoire neutre pour une guerre qu'aucun des deux camps ne voulait mener. Mais ne pouvait éviter. Tyler les attendait dans le salon, assis dans le fauteuil préféré de Frank, comme s'il était le maître des lieux. Il avait l'air différent, plus mince, plus dur, avec cette assurance que procure un contrôle absolu sur la situation. Il portait un jean foncé et un pull noir. Rien d'extraordinaire, mais il se tenait comme un général passant en revue les troupes. « Bonjour, papa. »« Maman. » Linda se précipita vers lui, les larmes aux yeux. Mais Tyler leva une main qui l'arrêta à mi-chemin. Son expression n'était pas cruelle, mais distante, comme s'il regardait des inconnus partageant son ADN. « Assieds-toi. On a des choses à se dire. » Frank s'installa sur le canapé en face de Tyler, Linda à ses côtés. Et pendant un instant, ils ressemblèrent à une famille normale ayant une conversation difficile. Mais la tension dans la pièce était électrique, chargée du poids accumulé de la trahison, de la culpabilité et de 18 mois de préparation minutieuse. « Tu es vivant ?» dit Linda inutilement. Évidemment, la voix de Tyler était ferme et posée, même si je suis touché par la façon dont tu me cherches depuis que tu as trouvé ma lettre de suicide, grimaça Frank. Tyler, on pensait que tu pensais exactement ce que je voulais que tu penses, que ta déception d'avoir un fils avait finalement rendu service à tout le monde et qu'il s'était retiré de l'équation. Tyler se laissa aller dans son fauteuil, complètement détendu. Au fait, comment va Dar? J'ai entendu dire qu'il avait des ennuis avec la justice. Tu as orchestré son arrestation, dit Frank. Ce n'était pas une accusation. C'était une déclaration de fait. Tyler sourit, et l'expression était plus froide que Frank n'en avait jamais vu sur le visage de son fils. J'ai orchestré sa chute.
Derek Walsh est un criminel qui utilisait notre famille pour commettre des fraudes. J'ai simplement veillé à ce que justice soit rendue. Vous avez engagé des criminels pour le détruire. J'ai engagé des professionnels pour le démasquer. Il y a une différence. Le ton de Tyler est resté conversationnel, mais Frank a vu l'acier sous-jacent. Derek a commis les crimes. Je me suis juste assuré qu'ils étaient identiques. Linda a retrouvé sa voix. Tyler, nous avions tort. À propos de Derek, à propos de toi, à propos de tout. Nous sommes désolés, Tyler a observé sa mère un long moment. Êtes-vous désolé d'avoir choisi un escroc plutôt que votre propre fils, ou êtes-vous désolé de vous être fait prendre? Nous sommes désolés de vous avoir blessé, a dit Frank. De ne pas avoir écouté, de ne pas avoir vu qui Derek était vraiment. Vous avez essayé de nous avertir et nous vous avons repoussé. Si, vous l'avez fait. Tyler s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le quartier où il avait grandi. Voulez-vous savoir le pire? Ce n'était pas la trahison. Ce n'était même pas l'humiliation. C'était la prise de conscience que tu accordais plus de valeur à l'opinion d'un inconnu qu'au sentiment de ton propre fils. Frank ressentit ces mots comme des coups physiques. Tyler, s'il te plaît, dis-nous comment arranger les choses. Tyler se retourna pour les affronter. Son expression était indéchiffrable. Tu ne peux pas. Ce qui est fait est fait. Mais tu peux répondre à une question pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi Derek valait-il plus pour toi que moi? Pourquoi Cassie valait-elle plus? Pourquoi tout le monde était-il plus important que ton propre sang? La question flottait dans l'air comme un gaz toxique. Frank essaya de trouver une réponse qui ne ressemblerait pas à une excuse, mais la vérité était laide et inéluctable. Je pensais que Derek avait réussi. Je pensais qu'il pouvait apprendre quelque chose sur la confiance en soi, sur l'ambition. Je pensais que Cassie faisait ressortir le meilleur de notre famille. La voix de Frank se brisa. J'avais tort sur toute la ligne. Tyler hocha lentement la tête. Oui, tu avais tort. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences de ces choix. Linda se pencha en avant, désespérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tyler, qu'est-ce que tu prépares? Tyler retourna à sa chaise, mais ne s'assit pas. Cela signifie que Derek Walsh ira en prison pour le restant de ses jours. Cela signifie que Cassie Rivera va passer des années en thérapie, à essayer de se remettre d'avoir été manipulé par un manipulateur professionnel. Cela signifie que Morrison Construction va faire l'objet d'une enquête pour fraude par association et que notre nom de famille sera traîné dans tous les journaux du Colorado. Frank sentit son monde s'écrouler. L'entreprise Tyler Morrison Construction est notre héritage. Notre héritage. Le sang-froid de Tyler finit par craquer, révélant la fureur sous-jacente. Notre héritage, c'est choisir les criminels plutôt que la famille. Notre héritage, c'est abandonner son propre fils pour un escroc qui nous vole. Tyler sortit son téléphone et leur montra un article de presse daté de demain matin. Morris Construction fait l'objet d'une enquête pour lien avec un réseau international de fraude. En dessous, un autre titre. Le fils d'une famille locale disparaît après avoir révélé un complot criminel. L'affaire éclate demain, dit Tyler calmement. Son masque de contrôle remis en place. Chaque détail de l'infiltration de Derek dans notre famille, chaque dollar qu'il a volé, chaque mensonge qu'il a dit. Mais l'attention ne sera pas portée sur Derek. Elle se portera sur la famille qu'il a choisie plutôt que sur son propre sang. Linda pleurait à présent. De gros sanglots la secouaient de tout son corps. Frank se sentait engourdi, voyant l'œuvre de sa vie s'effondrer parce qu'il avait été trop fier pour écouter les avertissements de son fils. Tyler, dit Frank doucement. Je sais que tu nous détestes. Je sais que nous méritons tout ce que tu as prévu, mais ta mère. Ma mère a préféré Cassie Rivera à moi à chaque dîner de famille pendant 2 ans, interrompit Tyler. Ma mère a défendu un escroc et m'a dit que je devais lui ressembler davantage. Ma mère a traité l'ex-femme de son fils comme la fille qu'elle avait toujours voulu. Tyler se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et les regarda une dernière fois. Tu voulais Derek Vaughn dans ta famille plutôt que Tyler Morrison. Félicitations. Tu as eu exactement ce que tu demandais. J'espère que ça en valait la peine. Alors que Tyler disparaissait dans la nuit, Frank Morrison comprit que son fils n'avait pas simplement simulé sa mort. Il était né de nouveau en quelqu'un d'autre.
Quelqu'un qui ne pardonnerait jamais, n'oublierait jamais et ne cesserait jamais de punir ceux qui l'avaient trahi. Le fantôme de Tyler Morrison était revenu pour détruire tout ce que la famille Morrison avait construit. Et Frank ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Chapitre 8. Le salaire du péché. Cassie Rivera pensait comprendre l'humiliation. La fin de son mariage, les rumeurs entre amis, les silences. Gêné quand on ne savait plus où donner de la tête. Tout cela avait été dévastateur à l'époque. Mais c'était avant qu'elle ne devienne le visage de l'un des plus grands scandales de fraude du Colorado. Avant que sa vie privée ne devienne la proie des tabloïds, avant qu'elle ne découvre ce que signifiait être véritablement détruite. L'article du Denver Post avait été diffusé avec la subtilité d'une bombe nucléaire. L'histoire d'amour d'une femme du coin débouche sur une fraude à plusieurs millions de dollars. La photo de Cassie, prise sur le vif lors d'une fête de Noël familiale chez Morrison, figurait en première page, à côté de la photo d'identité judiciaire de Dererick et de photos du FBI effectuant une descente dans un chantier de construction chez Morrison. L'article la présentait soit comme une complice consentante, soit comme une victime incroyablement crédule, et Cassie ne savait pas laquelle des deux caractérisations était la pire. Elle était assise dans son appartement, celui que Dererick l'avait convaincue de louer à son nom, la laissant sans protection juridique lorsque ses avoirs furent gelés, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. La section commentaires sous l'article en ligne était un véritable cloaque de spéculation. Jugement et cruauté. Certains la défendaient, la qualifiant de victime de manipulation. D'autres suggéraient qu'elle était impliquée dans le stratagème depuis le début. La plupart semblaient simplement apprécier de voir la vie d'autrui imploser de façon spectaculaire. Son téléphone sonnait sans arrêt depuis 3 jours. Des journalistes réclamaient des commentaires, d'anciens amis des ragots, des créanciers réclamaient le paiement des factures que Derek avait promis de régler. Cassie avait cessé de répondre aux appels de numéros qu'elle ne connaissait pas. Mais cela n'empêchait pas les messages vocaux de s'accumuler comme un poison numérique. Le pire n'était pas l'humiliation publique. C'était le fait que Tyler avait tenté de la mettre en garde en privé. Les emails qu'elle avait trouvés sur son compte, ceux que Tyler avait écrits mais jamais envoyés, dressaient le portrait accablant d'un homme regardant celle qu'il avait aimé se détruire par cupidité et aveuglement volontaire. Tyler savait que Derek était un imposteur 18 mois avant tout le monde, et Cassie était trop fascinée par son histoire d'amour de conte de fées pour l'écouter. Un coup frappé à sa porte la figea. Elle ignorait les visiteurs depuis des jours, mais ce coup était différent. Doucement, respectueusement, presque en signe d'excuse. Elle regarda par le judas et aperçut Linda Morrison debout dans le couloir, tenant ce qui semblait être un plat à gratin. Cassie ouvrit la porte avec précaution. « Madame Morrison, bonjour, ma chère. Puis-je entrer ?» Linda avait l'air aussi anéantie que Cassie. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient négligés. Son maquillage ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux, et elle se tenait comme quelqu'un qui aurait vieilli d'une décennie en une nuit. Elle portait une robe simple et des chaussures plates, loin de ces tenues élégantes qui avaient fait d'elle l'envie du club de campagne. Bien sûr, Cassie s'écarta, soudain consciente de son apparence. Elle n'avait pas pris de douche depuis 2 jours. Son appartement était jonché de boîtes à emporter et de bouteilles de vin vides, et elle était en pyjama à 15 heures. Linda posa le plat à gratin sur le plan de travail et se tourna vers Cassie avec une expression de profonde tristesse. « Je voulais m'excuser. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui ai fait entrer Derek dans ta famille. Tu as été manipulé par un escroc professionnel, » dit Linda fermement. « Frank et moi, on a choisi de croire Derek plutôt que notre propre fils. On a choisi de faire confiance à un inconnu plutôt qu'à Tyler. Même quand Tyler essayait de nous protéger, Cassie fit signe à Linda de s'asseoir sur le canapé, le même canapé où elle et Dererick avaient organisé leur mariage, où ils avaient ri de la facilité avec laquelle ils avaient dupé la famille Morrison pour qu'elle les accepte. L'ironie n'échappa à aucune des 2 femmes. « Tu as eu des nouvelles de Tyler ?» demanda Cassie. Le visage de Linda se décomposa. « Il est venu nous voir il y a 2 soirs. »« Il est différent, Cassie. Plus dur, plus froid. Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. » Qu'a-t-il dit ? Qu'on avait eu exactement ce qu'on méritait. Que Derek irait en prison, que Morrison Construction serait détruite et que notre nom de famille serait ruiné. Linda s'essuya les yeux avec un mouchoir. Il n'avait pas tort.
Cassie sortit son téléphone et montra à Linda le flot d'articles de presse qui paraissaient chaque jour depuis la révélation de l'affaire. Le cours de l'action Morrison Construction avait chuté. Des clients importants annulaient des contrats. Le bureau du procureur général du Colorado avait ouvert une enquête sur les pratiques financières de l'entreprise, à la recherche de preuves d'une corruption plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de Derek, dit Cassie. Tyler s'assure que tout le monde paie pour avoir choisi Derek plutôt que lui. Linda lisait les gros titres avec l'expression de quelqu'un qui voit sa vie se consumer. Frank parle de faillite. Les frais de justice à eux seuls vont nous détruire, même si nous sommes blanchis. Tyler a fait en sorte qu'être associé à Derek Walsh soit une condamnation à mort. Une nouvelle notification est apparue sur le téléphone de Cassie. Un email d'un expéditeur inconnu avec pour objet, le dernier cadeau de ton ex-mari. Cassie l'ouvrit, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une vidéo et un bref message. Cassie, tu as toujours dit que Tyler était trop faible pour se battre pour ce qu'il voulait. Regarde ça et dis-moi si tu y crois encore. Un ami. Cassie cliqua sur la vidéo. L'écran s'est rempli d'images de caméras de sécurité de l'immeuble de bureau de Dererick, montrant Dererick et Tyler dans ce qui semblait être une vive dispute. L'horodatage indiquait que l'enregistrement avait été enregistré 3 jours avant la disparition de Tyler, ce qui signifie que Tyler avait directement confronté Derek avant de mettre son plan de vengeance à exécution. Sur les images en noir et blanc granuleuses, Tyler semblait calme et maître de lui, tandis que Dererick paraissait agité et agressif. Il n'entendait pas le son. Mais le langage corporel de Dererick suggérait qu'il menaçait Tyler, allant même jusqu'à l'attaquer. Tyler resta planté là, absorbant ce que Dererick disait, puis sortit ce qui ressemblait à un enregistreur et le posa sur le bureau de Dererick. La vidéo changea d'angle, montrant clairement le visage de Derrick. Ce que Tyler lui disait avait un effet dévastateur. Derrick passa de la colère à la terreur en quelques secondes. Il tendit la main vers l'enregistreur, mais Tyler le retira et dit quelque chose qui fit s'effondrer Derek sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Puis Tyler fit quelque chose qui coupa le souffle aux deux femmes. Il sourit, pas d'un sourire cruel ni vengeur, mais de l'expression satisfaite d'un maître d'échecs qui vient d'annoncer échec et mat. Tyler empocha l'enregistreur, dit un dernier mot à Derek et sortit du bureau comme s'il était le maître des lieux. Il n'a jamais été faible, murmura Linda. Nous n'avons simplement jamais pris la peine de voir sa force. Cassie arrêta la vidéo sur le visage de Tyler tandis qu'il s'éloignait. Ce n'était pas un visage brisé et amer. Son ex-mari, qu'elle avait piégé lors des dîners de famille, était un homme qui avait systématiquement détruit ses ennemis tout en conservant le parfait camouflage d'une victime. Tyler avait laissé tout le monde le sous-estimer tandis qu'il échafaudait un plan de vengeance si sophistiqué que ses cibles découvraient encore de nouvelles strates de leur destruction. Madame Morrison, dit Cassie prudemment. Et si Tyler n'avait pas fini? Et si détruire Derek n'était que le début? Linda leva les yeux de la vidéo, les larmes aux yeux. Alors, que Dieu nous vienne en aide, car l'homme de cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que tous ceux qui l'ont trahi n'en auront pas payé le prix. Comme interpellé par leur conversation, le téléphone de Cassie vibra, un SMS provenant de l'ancien numéro de Tyler. Cassie, j'espère que tu regardes les infos. Derek a écopé de 25 ans de prison ferme. Justice a été rendue, mais ne crois pas que ce soit fini. Tu n'as toujours pas payé pour ta part dans la destruction de notre mariage. Dors bien, Tyler. Cassie montra le message à Linda, qui le lut avec une horreur croissante. Il me rend responsable du divorce. Il pense. Je suis aussi coupable que Derek. Et toi? Demanda doucement Linda. Cassie réfléchit honnêtement à la question. Elle avait été malheureuse dans son mariage, frustrée par l'obstination de Tyler à privilégier l'amour, irritée par les attentes de sa famille. Quand Derrick était apparu avec son charme et ses promesses d'excitation, elle avait sauté sur l'occasion de se sentir à nouveau désirée. Elle s'était convaincue qu'elle méritait mieux que l'amour constant de Tyler, qu'elle avait droit à la passion et à l'aventure. Oui, admit Cassie. Je suis coupable. J'ai détruit mon mariage parce que je recherchais un fantasme plus que la réalité. J'ai choisi Derek parce qu'il me faisait me sentir spécial, pas parce qu'il était meilleur que Tyler. Linda hocha tristement la tête. Nous avons tous choisi Derek plutôt que Tyler pour nos propres raisons égoïstes. Et maintenant, Tyler va s'assurer que nous n'oublions jamais ce que ce choix nous a coûté. Alors que Linda s'apprêtait à partir,
elle se tourna vers Cassie avec une expression de profond regret. Je t'aimais comme une fille. Tu sais, même après le divorce, je te considérais comme un membre de ma famille. Mais j'aurais dû aimer mon fils davantage. Après Linda s'en alla, Cassie était assise seule dans son appartement, entourée des ruines de sa vie et de la certitude grandissante que la vengeance de Tyler était loin d'être terminée. Derek était en prison. La famille Morrison était détruite, et sa propre réputation était en lambeaux. Mais Tyler était toujours là, planifiant, punissant tous ceux qui l'avaient trahi. Cassie sortit son ordinateur portable et commença à taper un courriel à l'ancienne adresse de Tyler. Tyler, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne t'en veux pas. J'ai détruit notre mariage pour un fantasme, et je mérite tout ce que tu as prévu pour moi, mais s'il te plaît, ne punis pas tes parents plus que tu ne l'as déjà fait. Ils t'aiment, même s'ils ont mal choisi. S'il te plaît, rentre à la maison, Cassie. Elle appuya sur « Envoyer », sachant que le message serait probablement ignoré, sachant que Tyler avait dépassé le pardon pour quelque chose de plus sombre et de plus définitif. Mais elle essaya. Elle lui devait bien ça. Et elle se devait d'admettre que choisir Derek plutôt que Tyler avait été la pire erreur de sa vie. Quelque part dans l'ombre, Tyler Morrison regardait ses ennemis payer pour leur trahison. La seule question était de savoir s'il considérerait un jour la dette comme entièrement payée ou si sa soif de vengeance les consumerait tous. Chapitre 9. Le sang se glace. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Tyler Morrison avait disparu dans la nuit du Colorado et que Denver était passé à de nouveaux scandales, de nouvelles tragédies. L'affaire de fraude immobilière Morrison avait été reléguée aux études de cas des écoles de commerce et aux récits édifiants sur la loyauté familiale. Derek Walsh était mort en prison fédérale, officiellement d'une crise cardiaque. Bien que des rumeurs persistaient sur les circonstances, le nom de la famille Morrison avait disparu des pages mondaines et des galas de charité, remplacé par des symboles plus actuels de richesse et d'influence. Mais Frank Morrison se souvenait de tout. Il était assis dans le modeste appartement qui était devenu son domicile après la vente forcée du manoir familial par une faillite, les yeux rivés sur une enveloppe arrivée le matin même sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une unique photo. Tyler, plus âgé maintenant, debout sur une plage tropicale, vêtu de vêtements coûteux et l'expression d'un homme qui avait trouvé la paix par des moyens terribles. Au dos, de l'écriture soignée de Tyler, il y avait 5 ans pour terminer ce que nous les mains de Frank tremblaient tandis qu'il attrapait son téléphone. Linda était morte depuis 3 ans. Un AVC provoqué par le stress, la culpabilité et la lente désintégration de tout ce qui lui était cher. Elle était morte en croyant que Tyler ne leur pardonnerait jamais, que leur fils était perdu à jamais dans les ténèbres de sa vengeance. Frank avait espéré qu'elle avait tort. Maintenant, il savait que ce n'était pas le cas. On frappa à sa porte à 18h précises, doucement mais avec insistance. Frank ouvrit et trouva Tyler debout dans le couloir, ressemblant à un homme d'affaires prospère plutôt qu'au fils brisé disparu 5 ans plus tôt. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et il se tenait avec l'assurance d'un homme qui avait remporté toutes les batailles importantes. « Bonjour, papa. » Frank s'écarta sans un mot, et Tyler entra dans le petit appartement avec le même calme mesuré qu'il avait affiché la veille au soir dans la maison familiale. Il parcourut du regard le salon épuré, meubles d'occasion, tableaux bon marché au mur, les détritus accumulés d'un homme qui avait tout perdu sans satisfaction ni compassion. « Tu as l'air en forme, » dit Frank, ne sachant que dire d'autre. « Je vais bien. »« Très bien, en fait, » s'installa Tyler dans son fauteuil en fil de fer comme s'il lui accordait une audience. « Je vis aux îles Caïmans sous le nom de Thomas Brennan. Je suis promoteur immobilier. Ironiquement, j'ai fait fortune grâce aux compétences que Derek Walsh pensait pouvoir exploiter. » Frank s'installa sur le canapé en face de son fils, remarquant la distance prudente que Tyler gardait. « Pourquoi es-tu ici ? » Pour terminer notre conversation, celle que nous avions commencée 5 ans plus tôt, Tyler sortit une tablette et s'assit sur une table basse entre eux. « Je veux te montrer quelque chose. » L'écran affichait un compte bancaire au nom de Frank et un solde qui lui coupa le souffle. 2,3 millions de dollars. La liquidation de Morrison Construction a généré plus d'argent que ce que les avocats vous ont dit, expliqua Tyler. J'ai acheté les actifs via des sociétés écrans, puis je les ai vendus à leur valeur marchande. Voici ta part. Frank fixa les chiffres, perplexe. Je ne comprends pas,
j'ai détruit Derek Walsh parce que c'était un criminel qui exploitait notre famille. J'ai détruit Morrison Construction parce qu'elle avait été contaminée par son association avec ce criminel. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te laisser sans ressources. La voix de Tyler était neutre, comme s'il parlait de la météo. Cet argent est assorti de conditions. Frank leva les yeux de la tablette. Quelles conditions? Tyler se renversa dans son fauteuil, l'air indéchiffrable. Tu utiliseras cet argent pour prendre un nouveau départ. Nouvelle ville, nouveau nom si tu préfères une nouvelle vie. Tu ne me contacteras jamais, tu n'essaieras jamais de me trouver, tu n'essaieras jamais de reconstruire une relation entre nous. En échange, tu pourras vivre confortablement jusqu'à la fin de tes jours. Et si je refuse, le sourire de Tyler était plus froid qu'un hiver du Colorado. Alors tu continueras à vivre dans cet appartement, à travailler de nuit à la quincaillerie, à regarder ta santé décliner tout en calculant le prix d'avoir choisi un escroc plutôt que ton propre fils. Frank sentit les larmes lui monter aux yeux. Tyler, je sais que j'ai échoué. Je sais que j'ai fait le mauvais choix, mais tu es mon fils. N'est-ce pas? Je ne suis pas ton fils. La voix de Tyler transperça la supplication de Frank comme une lame tranchante. J'ai cessé d'être ton fils le soir où tu m'as dit que Derek Vaughan avait plus de valeur pour ta famille que moi. J'ai cessé d'être ton fils quand tu l'as préféré à ton propre sang. Ces mots restèrent en suspens comme une condamnation à mort. Frank avait passé 5 ans à espérer la rédemption, une chance de se racheter, un moyen d'obtenir le pardon de Tyler. Il comprenait maintenant que Tyler n'avait pas disparu pour les punir. Il avait disparu parce qu'il ne les considérait plus vraiment comme sa famille. Et Cassie, demanda Frank, désespéré. Et les autres, que Cassie arrivera à épouser avec un plombier du Nebraska il y a 2 ans? Elle travaille dans une petite bibliothèque municipale et est bénévole dans un refuge pour victimes de violences conjugales, où elle apprend aux femmes à reconnaître les signes de manipulation. Elle m'envoyait une carte de Noël chaque année pour s'excuser d'avoir détruit notre mariage. Le ton de Tyler resta neutre, clinique. Je considère sa dette payée. Frank pensa à Linda, à ses dernières années de culpabilité et de regret, à la façon dont elle était morte en appelant Tyler. Ta mère. Ma mère a préféré Derek Walsh à moi, tout comme toi. La différence, c'est qu'au moins, elle s'en est sentie coupable. Tyler s'est levé, signalant la fin de la conversation. Elle est morte, papa. Il n'y a pas de rédemption pour les morts. Frank a regardé le compte en banque sur la tablette, la fortune que Tyler lui offrait au fils devenu un étranger. Et si je ne voulais pas de cet argent? Et si je voulais essayer de reconstruire ce que nous avions? Tyler s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté et a regardé en arrière avec une expression d'infinie tristesse mêlée d'une absolue finalité. Ce que nous avions été construit sur l'hypothèse que le sang signifiait quelque chose, que la loyauté familiale était sacrée, que l'amour était inconditionnel. Tu as prouvé que toutes ces hypothèses étaient fausses. Tyler a ouvert la porte, puis a prononcé son jugement final. Prends l'argent, papa. Recommence ailleurs. Vis bien, meurs en paix et oublie que tu as eu un fils nommé Tyler Morrison. Parce que Tyler Morrison est mort il y a 5 ans dans cette ville, tué par ceux qui auraient dû le protéger. Après le départ de Tyler, Frank resta seul dans son appartement, les yeux rivés sur son compte en banque, symbole à la fois de salut et de damnation. 2 millions de dollars lui permettraient de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Mais l'accepter reviendrait à admettre que sa relation avec son fils était bel et bien terminée, que la famille Morrison était éteinte, que tout ce qu'il avait construit et en quoi il croyait n'était qu'illusion. Frank prit son téléphone et parcourut de vieilles photos, retrouvant des images de Tyler enfant, jouant au baseball, obtenant son diplôme de fin d'études secondaires, apprenant à conduire, tous ces moments qui avaient rendu Frank fier d'être son père. L'homme qui lui avait rendu visite ce soir-là ne ressemblait en rien à ce jeune garçon plein d'espoir. Tyler avait été forgé dans le feu de la trahison et de l'abandon, façonné par 5 années d'exil en quelque chose de plus dur et de plus froid que Frank n'aurait pu l'imaginer. L'appartement semblait différent maintenant, comme un tombeau où la famille Morrison était venue mourir. Frank regarda la tablette affichant l'offre de Tyler et comprit que c'était le dernier cadeau de son fils. Pas seulement de l'argent, mais aussi la libération de la culpabilité qui le rongeait depuis 5 ans. Tyler lui offrait une nouvelle vie, une chance de prendre un nouveau départ, libéré du poids de ses échecs. Mais accepter signifierait reconnaître que Tyler Morrison était bel et bien mort, que le fantôme qui les avait hantés toutes ces années s'apprêtait à disparaître à jamais.
Frank devrait choisir entre s'accrocher à l'espoir d'une réconciliation et accepter la réalité, certaines trahisons étaient impardonnables. Frank Morrison avait bâti sa vie sur la conviction que chaque problème avait une solution, que chaque relation pouvait être réparée, que l'amour pouvait surmonter tous les obstacles. Son fils venait de prouver que certaines blessures ne guérissaient jamais, que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient jamais être reconstruits. À l'aube sur Denver, Frank Morrison transféra 2,3 millions de dollars sur un nouveau compte et commença à chercher des appartements dans des villes où personne n'avait jamais entendu le nom de Morrison. Tyler avait raison. Il était temps de prendre un nouveau départ. De devenir quelqu'un de nouveau. D'oublier qu'il avait eu un fils. Mais alors qu'il rassemblait ses quelques affaires et s'apprêtait à disparaître dans l'anonymat que Tyler lui avait offert, Frank ne pouvait s'empêcher de penser que, quelque part, son fils l'observait. Non pas avec amour, ni avec espoir, ni avec un quelconque désir de réconciliation, mais avec la froide satisfaction d'un homme qui avait réussi à effacer de sa vie tous ceux qui l'avaient trahi. Tyler Morrison avait tenu sa promesse 5 ans plus tôt. Il avait veillé à ce que tous ceux qui avaient choisi Derek Walsh plutôt que lui paient le prix de leur trahison. Frank vivrait confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Mais il vivrait seul, oublié, avec la conscience d'avoir troqué l'amour de son fils contre l'approbation d'un escroc. Finalement, le sang s'était glacé. La famille Morrison était éteinte, et Tyler, quel que soit son nom désormais, était libre de reconstruire sa vie sans avoir à pardonner à ceux qui s'étaient montrés indignes de pardon. La justice, selon Tyler Morrison, était parfaite. Et voilà. Une autre histoire se termine. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre communauté. C'est très important pour nous. Pour d'autres histoires comme celle-ci, regardez les vidéos recommandées à l'écran, et à bientôt.